« 50 ans de carrière et 300 photos, Samuel Fosso est à l'honneur à la Maison européenne de la photographie, ici, à Paris. Le photographe franco-camerounais, notre invité aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche. Et merci Samuel Fosso d'être dans nos studios. Merci, merci. Première question, qu'est-ce que le public va découvrir de vous durant cette exposition ? En fait, beaucoup de gens concernant les collectionneurs, aussi surtout les gens dans les domaines art plastique connaissaient très bien ce que je fais. Mais maintenant, le public ignorant qui n'a jamais su comprendre ce que je fais a profité de cette occasion de monographie que je viens de présenter à MEP. Il profitera de cette occasion de mieux me connaître et ce que je fais depuis des années. Alors, cette exposition est un voyage dans l'Afrique et une plongée dans votre vie à vous. Depuis les années 70, il y a notamment une série d'autoportraits faite dans votre studio à Bangui. À l'époque, vous n'aviez que 13 ans quand vous commencez la photographie. J'imagine qu'à l'époque, vous ne pensiez pas que ces clichés allaient être exposés un jour dans des musées prestigieux. Bien sûr, exactement. Je ne savais pas que même aussi la photographie était un art. Et donc, c'est plutôt à partir du moment que j'étais découvert par Afrique en création en 1994 à Bamako. Ignorant, moi-même, je suis très ignoré par rapport à ce qu'on disait, photographie est un art. Parce que pour nous, en Afrique, on connaît que ce qu'on appelle l'art, ce sont des peintures ou bien les sculptures. Mais la photographie m'a fait savoir, découverte de Bamako, m'a fait savoir que la photographie fait aussi une partie de l'art. Eh ben, on va écouter tout de suite la commissaire de l'exposition à la MEP qui parle un petit peu de votre art et aussi de ce qui vous rend si différent dans ce paysage contemporain. On écoute. Samuel, il a quand même une relation à la photographie très particulière et très personnelle. C'est quelqu'un qui a commencé ses autoportraits à l'âge de 13 ans, sans connaissance artistique, sans vraiment de moyens financiers, autres que le studio photo qu'il avait pour gagner sa vie. Et il avait une grande liberté dans cette manière de penser l'espace du studio, qui est vraiment devenu un espace théâtral. Et cette liberté-là, il l'a gardée tout au fil en fait, du temps. Bon, Samuel, je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce que votre approche n'est pas un petit peu nombriliste, peut-être égocentrique, parce que vous êtes dans beaucoup de ces photographies. Je sais que c'est souvent de l'humour. Quel est votre point de vue sur ça ? Je suis autocentrique. Pourquoi je dis que je suis autocentrique? Toutes les histoires sur ma photographie, la plupart partie vient de moi-même. Je ne raconte l'histoire de moi. Ok, c'est votre réponse. Bon. Il y a une série en tout cas que j'ai trouvée très intéressante. Je parlais d'humour parce que vous aimez vous déguiser parfois dans des personnages. Vous mettez dans la peau de personnages célèbres, des personnages historiques. Il y a notamment une série sur Mao Tse-tung, qui est bien sûr le père de la Chine communiste. Il y a de l'humour, mais il y a aussi un message politique là. D'abord, je ne peux pas dire, je déteste pour être déguisé. Je ne me déguise pas. Ce que je fais comme mon travail, c'est que si je vais parler, par exemple, pour votre histoire, même vous êtes là au plateau, avec votre ordinateur, le micro, et votre costume et t-shirt. Et si je vais parler à propos de vous, je dois me comporter exactement votre costume, votre habit et le micro en devant. Et ça, ce n'est pas de déguisement. Et c'est l'histoire, c'est comme un écrivain qui écrit. Même comme la photographie n'est pas une écriture à lire. Donc la photo qui parle, pour parler un personnage, je vais incarner. Et il faut ce comportement que je porte 50% pour mieux comprendre à qui je parle à lui. Bon, donc, c'est noté. Je retire le mot déguisé, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Parlez-moi un petit peu de la série, notamment sur Mao Tse-tung. Okay. Et sur le côté Chine-Afrique. Vous critiquez aussi les anciennes puissances coloniales, avec humour aussi.
Effectivement, moi je trouve que c'est là que les Chinois ont profité de cette occasion de rentrer en Afrique. Mais ce n'est pas la base de mon propos. Mon propos, c'est d'abord, l'Afrique a besoin de développement, bien sûr. Et c'est ça que les Chinois ont profité pour faire des affaires qu'on a dit 50-50. Et j'ai vu ça, je demande, mais demain, parce que 50-50, c'est concernant les ressources minières, les ressources de l'Afrique, soit des bois, soit des diamants, or, en tout. Mais je demande, notre génération future sera comment? Parce que, bien sûr, le développement est là, mais la destruction aussi des terres africaines est là. Mais si demain, la terre revient en désert, et qu'est-ce que notre génération future va profiter? Et ce que j'ai demandé, ce n'est pas tellement la politique en tout, mais c'est mon point de vue, j'ai demandé par rapport à mes photos. Des questions profondes, des questions très importantes, bien sûr. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre jeunesse qui a été bouleversée par la guerre. Vous avez été sauvé en quelque sorte par votre grand-père. Racontez-moi un petit peu cette jeunesse qui a forcément été formatrice de votre art à un certain niveau. En effet, quand j'étais né au Cameroun, après 2 ans, comme d'habitude, l'enfant devrait marcher et partir. Bon, mais moi, malheureusement, j'étais né paralysé des 4 membres, des pieds et des bras. Donc, je ne marchais pas. Je ne pouvais pas aussi tendre mes doigts ni mes pieds. Donc, ma mère essayait de me traiter avec des médecins modernes, mais ça n'a pas pu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait qu'il me ramène au Nigeria, à son père qui est grand guérisseur aussi, et notable aussi dans le village, et qui m'a amené là-bas, m'a présenté à mon grand-père maternel, l'expliquer les choses comme elles est. Et mon grand-père me l'a répondu, bon, si c'est une chose causée par l'homme, c'est-à-dire les fétiches, et ça sera guéri. Mais si ça vient directement des mains de Dieu, c'est impossible. Et pour cela, il faut qu'il se consulte avec les autres guérisseurs. Et fin de fait, c'est décidé que les choses étaient faites par la main de l'homme, donc ça sera guéri. Et c'est comme ça qu'il a demandé ma mère de partir. Et puis, il m'a laissé. Et il a essayé de me guérir. Et pour moi, j'ai été guéri par médecin traditionnel. Et donc, ma mère voulait me ramener. D'abord, mon grand-père ne voulait pas que je reparte. Et après, décider que je parte, c'est comme la situation s'annonçait par la guerre du Biafra. Mais malheureusement, moi, ma mère voulait me ramener. Ce n'était pas possible. Donc, la guerre nous a bloqués. C'était comme ça. On est resté en Nigeria. Et vous lui avez rendu hommage avec ces photos qu'on a vues en l'honneur de votre grand-père, une des parties de l'exposition. Voilà. On l'a compris, la guerre, la violence a bouleversé votre vie. En 2014, pendant le conflit en Centrafrique, votre studio est pillé. On a retrouvé dans nos archives un reportage signé Roméo Langlois et Nicolas Germain qui raconte un peu ce qui s'est passé. On regarde. Cette maison à Bangui appartient à l'un des plus grands photographes africains, Samuel Fosso. Au début du mois, elle a été pillée. Il ne reste plus rien. Nous retrouvons Samuel Fosso à Paris. Il avait fui la capitale centrafricaine peu avant que sa maison ne soit mise à sac. Ils n'ont rien laissé, sauf ce qu'ils ne comprenaient pas, comme la photo. Peut-être que ce n'est pas important pour eux, les négatifs. Par chance, le photojournaliste Jérôme Delay se trouve à Bangui ce jour-là pour couvrir les violences. Il reconnaît les tirages et les négatifs éparpillés devant une maison et avec l'aide de Human Rights Watch, il les récupère pour les restituer cette semaine à Samuel Fosso. Les enfants disent hey, voici un blanc qui pille. Français. On l'a vu finalement, c'est l'amitié et la solidarité qui a permis de sauver une partie de votre travail. J'aimerais savoir maintenant quel est votre point de vue vis-à-vis de la jeunesse. Est-ce que vous cherchez à transmettre et qu'est-ce que vous pensez des téléphones portables? Est-ce que ça change l'approche du photographe et du photographe en devenir? Et ça change beaucoup de choses. D'abord, je considère que c'est leur génération et qu'on n'avait pas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour la prise de vue par rapport à l'appareil qu'on utilisait dans l'année 70 qui a 2 vues. Il faut d'abord chercher l'ouverture
et de chercher la lumière où elle est. Mais là, c'est l'appareil numérique qui leur permettrait de faire la photo sans changer tous ces choses. Parce que automatiquement, l'appareil numérique, quand on ouvre, lui-même, il cherche la lumière adaptative pour faire filmer. Et donc, je souhaite, comme je disais tout à l'heure, la génération a besoin, ceux qui ont besoin d'être photographes demain, et ces appareils, accessoires, appareils téléphoniques incorporés avec l'appareil photo, leur permettra d'apprendre mieux qu'avant, que ce que nous avons eu appris. Samuel Fosso, merci beaucoup. Je rappelle, votre exposition rétrospective se déroule à la MEP à Paris jusqu'au 13 mars. Merci d'être venu nous voir. Et comme toujours dans À l'affiche, on vous a demandé votre coup de cœur culturel. Alors, c'est quoi et pourquoi ? Au fait, j'avais été tellement attiré. Bon, on m'a appris qu'il y avait l'exposition à Cambronley quand j'étais parti voir. Et je trouve ce qui me rappelle dans l'année 70-80 parce que c'était d'abord Bruce Lee, karatéka chinois, et Jackie Chan, et que j'adorais à regarder à tout moment dans le cinéma, payer des cinémas pour aller voir ça. Bon, c'est une chose qui me revient en arrière et qui me donne l'idée comment j'étais faisait pour apprendre aussi le karatéka dans le temps. Eh bien, on va finir avec des images de cette exposition dont vous parlez, l'ultime combat au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Restez bien sûr sur France 24 pour toujours plus d'actualités internationales.